Thank you, Scarlett. I'm delighted to be here. And I think the first thing I have to say is that I am very honored to have been asked to initiate the first ever museum exhibition devoted to portraits by Cézanne. There was a small exhibition held in the year 1910 by Vollard, who had been Cézanne's dealer, of 24 figures de Cézanne. But I think it was the continuing reception of the importance of the still life paintings and the landscapes meant that the portraits were somewhat overlooked. With the portraits and the landscapes, it was possible to argue very much for an increasing abstraction of Cézanne's work, which led to modernism. But I think that the portraits also show the modernity of Cézanne. And we know, in fact, that both Matisse and Picasso, for example, were great admirers of the portraits, and both of them said separately that Cézanne was le père de nous tous. And I want to start with how Cézanne was appreciated in the early 20th century. And I want to begin in 1904, when the young painter and critic Émile Bernard invited himself to visit the 65-year-old Paul Cézanne in Aix-en-Provence. And although Cézanne is often described as being antisocial, even emotionally unstable, particularly in his later years, he, in fact, appears to have been kind and receptive to visitors in this period, particularly the younger ones. And he liked Bernard and even invited him to join him as he painted. However, Bernard took a very big risk one evening when, at dinner with Cézanne, he raised the subject of Honoré de Balzac's story, Le Chef d'œuvre inconnu, in which an elderly painter, Fraunhofer, is an exemplar of failure and madness, unable to complete a comprehensible picture. As Bernard describes it, Cézanne's reaction was immediate and startling. He got up from the table, stood before me, and striking his chest with his index finger, he admitted without words, by his repeated gestures, that he was the very character in the novel. He was so moved by this feeling, Bernard says, that tears filled his eyes. And it was accounts like this that shaped for succeeding generations the view that Cézanne's doubt in his ability to realize what he was painting was basic to his artistic psychology. And the brilliant essay of 1948 by the philosopher Maurice Merleau-Ponty, Le Doute de Cézanne, consolidated this judgment, even, perhaps especially, for those who had not read the essay itself. I myself am in no doubt about the importance of Le Doute de Cézanne, but I shall argue that emphasis on it has minimized the importance of La Certitude de Cézanne, as shown in the very systematic manner in which he set about making both individual paintings and sequences of them.
So let's start with the most often cited example of Cézanne's doubt, the interminable amount of time he's said to have taken to complete his paintings. And the most famous instance of this was Volar's report that Cézanne took 115 sittings to paint this great portrait of him, only to abandon it incomplete. Amazing. It seems likely that Vollard told this story to Picasso and to Matisse, because Picasso claimed it took him 3 months and more than 90 sittings to paint this portrait of Gertrude Stein, a work indebted to this portrait by Cézanne of his wife that Gertrude Stein owned. And Matisse, in turn, claimed that it had taken him over 100 sittings to complete his 1914 portrait of Madame Matisse, a canvas indebted to another portrait by Cézanne of his wife. Much later, in 1935, Picasso famously invoked Cézanne when defending himself against the charge of facility. He had a 1932 retrospective in Paris, and the painter Jacques-Émile Blanche reviewed it and said, "Taste, taste, always taste, manual dexterity, virtuosity." Picasso, needless to say, was infuriated, and he harbored the resentment until 3 years later, he, in an interview, when Cézanne's name came up, said, "Cézanne would never have interested me a bit if he had lived and thought like Jacques-Émile Blanche, even if the apple he painted had been 10 times as beautiful. What forces our attention is Cézanne's anxiety." That's Cézanne's lesson. That same year, Matisse first approved the publication of a sequence of photographs of one of his works in progress, his Pink Nude, painted that year, in a monograph of him by Roger Fry, who was the most prominent early writer on Cézanne in the English language. The message really was that it took time and effort for Matisse, just like Cézanne, to produce a painting. And Matisse himself stressed this point about Cézanne when, the following year, he wrote of the bather's painting he had bought from Vollard, which is the one on the bottom right, which he was giving to the Petit Palais, and said that it was the very complete realization of a composition that Cézanne carefully considered in several canvases. He was interested in the fact that this was the product of a serial process. And in 1945, Matisse went to the extent of exhibiting sequences of in-process photographs of his works at an exhibition at the Galerie Markt in Paris. And here you can see the states of the Romanian blouse exhibited with the painting. And the message again is that doubt not only extended the time it took to paint a picture, it also increased the number of distinct stages it had to go through in the process. And 3 years later, the Merleau-Ponty essay was published. Okay. Remember, Vollard had said he took Cézanne 115 sittings to paint his portrait. The first sentence of Merleau-Ponty's essay raised the stakes. It reads,
It took him 100 working sessions for a still life, 150 for a portrait. And not satisfied with this, an English language translator of the essay altered it to read, it took him 500 sittings for a portrait. The critic, Gustave Geoffroy, on the left, whose work is in the exhibition, had said that Cézanne took so long pondering each individual brushstroke that he had to work every day for 3 months on his portrait, and it still wasn't completed. And the poet Joachim Gasquet, who Cézanne painted just after that, claimed that a full 20 minutes could elapse between each individual brushstroke. And Merleau-Ponty said it could be an hour, and his translators said several hours. So what do we believe here? And a great difficulty is that most of what we know about Cézanne, about how he worked, his attitudes to his painting, and his theories about his art, comes from the reports of people like Bernard, who visited him in the last decade of his life. And here is the final Cézanne self-portrait in the exhibition from about 1900, the photograph of Cézanne seated in his studio was taken by Bernard in 1904. Also, from these late years, we know of Cézanne's complaints about his poor health and failing sight. He was diagnosed for diabetes before 1900 and would soon speak of suffering from troubles of the brain and vices of his optical nerves, especially when working outdoors in the heat of day. And it was deeply frustrating to him on those occasions when his vision wasn't acute enough, he said, to pursue the delimitation of objects where their points of contact are fine and delicate, from which he said, the result is that my image or my picture is incomplete. And this had been a zone of trouble even before his sight gave him problems, but it clearly became a cause of great anxiety, particularly of doubt whether he was achieving what he beautifully called la logique des sensations organisées, and that if l'optique failed, la logique would fail with it. However, these problems occurred on occasion over a less than 10-year period of a working life of 4.5 decades. The posthumous images of Cézanne as the doubting artist who painted slowly and painfully was of the late Cézanne. And indeed, those paintings that are known or said to have been worked on for a long time or look that way are particularly the late paintings. And among them are the still life of 1904, the portrait of Cézanne's gardener Vallier, which is in the exhibition, and the large bathers, which is in the Bernard photograph, which actually we know was worked on sporadically from 1895 to 1906. But what of the youthful Cézanne? We know from a letter from one of his friends written in November 1866, when Cézanne was 27, that Cézanne was making paintings of his Uncle Dominic, and every afternoon there appears a portrait of him. So one portrait after one sitting every half day. And 3 of these small heads are in the exhibition
together with two larger works of the three larger works of Uncle Dominic. These, however, were largely unknown until the publication of the first incomplete catalogue of Cézanne's paintings by Georges Rivière in 1923. None were exhibited until the following year, and two of these paintings never were shown publicly until 1954. And when they became known and studied, the swiftness of their execution supported the idea that Cézanne was an impetuous painter in his early years before he became the more methodical, more doubting painter as he matured. And this is an interpretation that is still common. However, to look carefully at these Uncle Dominic pictures sees they are composed from heavy, wet patches of paint applied with a knife. And anyone who has tried painting with a palette knife knows it's impossible to do this in an overly vehement way without breaking the skin of the surface of other patches. So already what we see in Cézanne painting as a very young man is painting built up step by step in a confident, methodical manner. And the friend who had written about these works described them as the paintings of a mason. And this process of setting down one patch after another became a process of setting down one brushstroke after another. And it took him almost a decade to consolidate this in the similar, repeated, so-called constructive brushstrokes. We see in the painting on the left brushstrokes which run diagonally across figure and ground. But once this was established, the patient, repetitive and modular process persisted in works with a more delicate application, like this mid-1880s portrait of Madame Cézanne. Later works reveal his impatience with the sort of quasi-mechanical quality of pure constructive brushstroke painting. But as he said to Henri Gasquet, the subject of the other painting and the father of the Gasquet who we've already seen, he said to him, Gasquet asked him how he worked, and he said, simply one stroke after the other, one after the other. And the process of painting, conceived of as a series of discrete operations, readily became a process involving the creation of one painting after the other of the same subject. Now, this systematic, serial aspect of Cézanne's work is better known from his landscapes, still lifes, and Beda compositions. And it's worth noting that seriality works differently according to the different subjects. And depending on whether they were painted inside or outside of the studio. And broadly speaking, in the case of landscapes, Cézanne made multiple paintings that offer alternative views of the same subject from more or less the same spot, or of the same subject seen from slightly different viewpoints. The three paintings of La Montagne Sainte-Victoire from 1902-1906, of the Sous-Bois paintings at the bottom, the two very similar ones are from the late 1880s, and the third from 1900. In the case of the studio still lifes, here the top row
from around 1880 in the bottom row from the 1890s. In these cases, Cézanne rearranged and sometimes modified the same subject to paint it in different ways. And as for the bathers, also painted in the studio, and these are from the mid-70s, he combined the two approaches. He offers alternative views of more or less the same landscape and rearranges the figures, moving them around as if they were elements of a still life. Although the portraits were, with rare exceptions, painted in the studio, they couldn't, of course, be rearranged as a still life could. But when Cézanne painted more than one portrait of the same person, they could be as different as multiple landscapes of the same view. Of the landscapes, he wrote to his son in 1906 that painting the same subject from a slightly different angle meant that the motifs multiply while the subject remains the same. And on occasion, Cézanne adopts this approach for portraits, most notably in the two paintings of Man with Crossed Arms, one of which, the one on the right, the one on the right is in the exhibition. More frequently, though, the motifs multiplied for different reasons. One was to explore how a repeated image of the same subject could be either an improvement on the preceding one or simply an additional one, whether similar or dissimilar to the one before. When we look at the small heads of Uncle Dominic, I think we have the sense that one is neither better nor worse than any other, being more similar than dissimilar to each other. These were done in 1866. The paintings below of a friend, Gustave Boyer of Cézanne, we see something different. These are not equal serial works, but obviously one is more developed than the other. The one with the hat is clearly worked on more, and some people believe that the other was actually simply a study for it. And Cézanne would on occasion make other such pairs of works, most notably in this extraordinary pair of self-portraits of the mid-1880s, which come close to the traditional method of having a painted esquisse and a more developed composition, although the esquisse is itself highly developed. We can see that he's really thinking about how the same subject can produce two different motifs. And we also find him on occasion testing the relationship of a portrait that he painted to one that he hadn't painted. The very first self-portrait, which is in the exhibition, was based on a photograph. In the early 80s, he made a painting, bottom left, of his friend Victor Choquet from a photograph, and also one directly from life. He also made a portrait of himself based on a portrait of him by Renoir, which is what we see at the top. And occasionally we see, and this pairing is in the exhibition, him working with a portrait in more or less full color next and doing one extraordinarily similar, almost as monochromatic as a photograph. Another more frequent form
in which Cézanne used pairs and sequences of portraits as components of a repetitive, non-hierarchical practice, was to explore what may be inferred from a change in appearance of the subject from one work to the next. And among such works are these two series of portraits of his wife. And in the earlier series, from the mid-1880s, we see him exploring small changes of pose and large changes in mood and expression. However, with a set of bigger portraits from right at the end of the 1880s, obviously the sets of works are not shown here at the same scale. We see something different. We quickly see that they comprise two pairs of paintings with a rotation of the same pose from the first pair to the second pair, and the pose being pretty much the same, except the hands change from the first pair to the second pair. What I think we see less quickly is that even within each pair, and certainly across the group of 4 portraits, the faces of these figures are at the same time blank with expression and not so very alike. We know that they all just have to be portraits of Madame Cézanne, but I think as we look at them, they look more like 4 sisters than the same person. And paradoxical though it may seem, the earlier series, which shows Madame Cézanne in different poses, is the one that most clearly seems to show the same person, while the later series, which shows her in virtually the same pose, is the one that allows to wonder whether these are different people. And I think it is in fact precisely because the later series repeats the same pose, even in rotation, that the differences between the individual works cannot be explained as showing the same person at different moments or in different moods. They offer themselves as multiple, different versions or motifs of Madame Cézanne, and rather like the paintings of a landscape, the motifs multiply while the subject remains the same. Looking back for a moment, in the mid-1870s, Cézanne began a series of self-portraits, 2 of which are in the exhibition of these 3, in which the most prominent element was his now prematurely bald head. And of this, the critic Adrian Stoke remarked that, considering the wonderful volume he always achieved for the dome of his head, his being bald on top was actually very fortunate for the artist. And this wonderful volume is best described as the motif rather than the subject of these self-portraits. And they were accompanied and followed by a series of small portraits of his son's head, charmingly in reverse of his own, covered on top but clean around the skin, around the chin. And in these works, Cézanne examined how the integrity of the oval motif of the head could be preserved. And it was here that a very prominent feature of his subsequent portraits began to emerge, which is very clearly visible in the exhibition, that the sitters appear only to have one ear. And this is most notable in these portraits of Madame Cézanne. And to follow the 4
changing versions of the oval head, each with a continuous sculptural contour on one side, is, I think, to experience it with the uncanny purity of a head by Brancusi, carried on a head like a sculpture on a base. Moreover, the emphatic repetitiveness of the two pairs of works that comprise this series is emphasized by the likelihood that Cézanne painted the second portrait of each pair not directly from his wife, but by copying that first portrait in her absence from the first pair. And here, the central image shows the earlier painting on the left overlaid on the later painting seen on the left. And we see how closely the pose has been developed. In this case, the image at the right shows the earlier painting on the left overlaid on the later one at the bottom. Now, in taking up serial imagery in this very deliberative way in the 1880s, Cézanne was, of course, following a long-standing practice in 19th century French painting, which began with academic artists copying their most popular works, often at a reduced size, that continued in the work of mid-century artists, including Delacroix, Millet, and Boudin, and then was taken up by Impressionist painters, most notably, of course, by Claude Monet. And Cézanne would have known of some, probably many of these precedents, as well as the work of printmakers and photographers whose mediums facilitated the production of serial works. And in making his portraits, I think the photographers would have been of particular interest to him for the obvious reason that they most frequently produce serial portraits, whereas the painters and printmakers hardly ever did so, concentrating mainly on landscapes. And Cézanne would have seen examples of the system popularized by Disderi in the 1850s of creating up to 8 exposures of the same subject on one glass negative that could be printed together in one operation. And this isn't so unlike what we see, for example, in these sets of portraits of two sated peasants from the 1890s. It's been argued that these forms of replication belong to modern painting's first existential crisis at the end of the 19th century, accompanied by the gradual abandonment of traditional conventions of painting as a craft in favor of quasi-mechanical means, exemplified by the repeated modular brushstrokes of Georges Seurat. Paintings by Cézanne with prominent constructive brushstrokes have a similar quasi-mechanical implication, although they would gradually reduce in prominence in the portraits, perhaps for this reason. Nonetheless, his patient, repetitive process of one stroke after the other remained, and as we have seen, painting thus conceived as a series of discrete operations was readily transformed into repetition from one painting to the next. I've now used the phrase series of operations several times, and I've taken it from an essay by the critic Paul Valéry, published in 1936, the year after Cézanne spoke of Cézanne's anxiety and Matisse began publishing serial images of his own works in progress. Valéry wrote of the increasing dislike we generally feel for any work involving prolonged repetition of certain acts that vary hardly at all. Machinery, he said, has put an end to patience.
However, he also wrote admiringly, thinking of mostly of Degas, admiringly of how the labor of the artist is of a very old-fashioned kind. The artist himself as a survivor, a craftsman or artisan of a disappearing species, working in his own room, following his own homemade empirical methods, craft methods involving a whole series of operations. The implication of Valerie's statement is that the tediously repetitive acts of painting as an old-fashioned craft activity correlate, for better or worse, with the repetitive processes of modern machine production. Cézanne was suspicious of modernization, famously complaining of the introduction of electric street lighting in Marseille. And I should add parenthetically, it's my hope that perhaps Xavier may persuade the city of Marseille on Cézanne's birthday to turn off the street lighting so that they can enjoy the twilight as Cézanne had hoped. However, his conception of painting as a series of operations was finally as integral to him as his anxiety was. And in fact, the reason for his anxiety lay firmly within the necessary persistence of this process, as did his certitude that this was the only way he could progress. And I think in these final portraits of the Garde Vallier, those on the top painted inside, those on the bottom painted outside, we do recognize that the doubt and the certitude are indivisible. Thank you so much for your patience. Alors, merci beaucoup, John. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à faire éteindre les lumières à Marseille pour suivre les conseils de Cézanne. En tout cas, on en rigolait, mais j'ai fait l'expérience du temps qu'il fallait à Cézanne pour revenir de Marseille vers Paris cette nuit grâce au problème des TGV. Alors, ce que John n'a pas précisé, c'est que l'exposition que vous allez pouvoir voir ou que vous avez vue est l'aboutissement d'un travail de près d'une décennie qu'il a entamé avec les plus grands spécialistes, et notamment Philippe Konigsby à la National Gallery de Washington et Alex Danchev, deux éminents spécialistes qui ont brutalement disparu et en l'honneur desquels cette exposition est aujourd'hui organisée. Le point de vue développé par John est absolument passionnant parce qu'il nous montre à la fois pourquoi Cézanne est un si grand artiste. Eh bien, c'est parce qu'on a toujours des choses à apprendre de lui, et aussi pourquoi il était nécessaire de faire une exposition sur les portraits, puisque cette réunion de portraits, cette rétrospective Cézanne à travers les portraits qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière, eh bien, nous permettent de voir des choses un petit peu nouvelles ou de rafraîchir notre regard sur son œuvre. John a très bien montré comment la pratique cézannienne, depuis les débuts de Cézanne, donc c'est la particularité de Cézanne, c'est d'avoir cette fulgurance, cette originalité, cette audace initiale, et peut-être plus que n'importe quel autre artiste, eh bien, va conduire à justement solidifier, comme il le voulait, l'impressionnisme comme l'art des musées et contribuer grandement aux avant-gardes du début du XXe siècle. Alors, en petit et très modeste complément, j'ai souhaité vous montrer quelques exemples qui montrent aussi que cette audace de Cézanne ne pouvait pas se faire sans une certaine confiance, sans un certain culot, et ce, depuis le début, depuis l'autoportrait aux yeux injectés de sang, qui donne une force et une présence absolument incroyable à une photographie, somme toute, traditionnelle, et qui doit être
perçu dans le cadre d'un romantisme finissant, dans lequel se sont livrés beaucoup d'artistes et qui, d'emblée, place Cézanne dans les pas d'illustres prédécesseurs dont il a su prendre la défense, comprendre l'originalité pour, d'emblée, écrire l'une des pages des avant-gardes du XIXe siècle. Et là, vous voyez deux œuvres tout à fait contemporaines de Fantin-Latour et donc de Cézanne, qui montre que ces artistes, bien sûr, ont des doutes sur leur talent, mais ont aussi envie de s'affirmer vis-à-vis du monde et vont employer l'autoportrait dans cette perspective tout à fait moderne du XIXe siècle pour la première fois. Donc, je voulais associer cet autoportrait avec l'autoportrait en désespéré, mais qui est aussi une mise en scène de Courbet, et puis bien sûr l'idée de cet autoportrait en situation, comme donc ici en blessé, dont vous savez qu'il est une évocation des amours déçus de Courbet. Alors, ce culot de Cézanne, on l'a particulièrement dans le grand portrait qu'il fait de son père lisant l'événement dans le fauteuil du Jas de Bouffan. Pourquoi ? Puisque paradoxalement, c'est son père avec lequel il avait les rapports compliqués, ce père qui ne l'a pas soutenu comme Cézanne l'aurait espéré dans sa vocation artistique, auquel il va consacrer les plus grands et les plus ambitieux portraits de sa jeunesse, sans doute justement parce qu'il souhaite faire la démonstration à ce père sceptique de son talent. Et il y a bien sûr aussi une certaine force de Cézanne de mettre lui-même en abîme ses propres œuvres, puisque vous avez bien sûr identifié à l'arrière la nature morte des collections du musée d'Orsay, actuellement en dépôt au musée Granet d'Aix-en-Provence, que Cézanne va introduire dans ce portrait. Et en plus, il va en rajouter sur cet affront, puisqu'il représente son père en train de lire l'événement, ce qui n'était sans doute pas le cas, puisque l'événement est une revue éphémère à laquelle participait Zola pour défendre les avant-gardes, et qu'on imagine bien sûr davantage le père Cézanne lire un des grands journaux plutôt conservateurs de l'époque, comme Le Siècle. De même, donc, John a beaucoup commenté le travail que Cézanne a fait de la représentation de son oncle Dominique en 1866 avec les petites versions. Vous avez ici les deux grandes versions qui sont présentées dans l'exposition, qui ne manquent pas de sel, puisqu'au-delà de cet oncle qui s'est rendu disponible pour son neveu et pour ses expérimentations picturales, eh bien, vous avez peut-être aussi l'allusion que Cézanne veut faire du père qu'il aurait aimé avoir en soutien de son art et qu'il n'a pas trouvé, et donc qu'il reporte sur son oncle, et puis aussi le déguisement qu'il inflige à cet oncle, qui a bien sûr une signification sous-jacente et qui montre la détermination de Cézanne et la confiance dans l'art de la peinture, puisque vous l'avez à gauche représenté en avocat, qui était la carrière à laquelle le père de Cézanne destinait son fils, et à droite en artiste avec sa blouse et son bonnet d'atelier, donc la carrière que Cézanne va finalement embrasser. De même, lorsqu'il représente ses amis aixois, et ce n'est pas rien que Cézanne prenne aussi la liberté, non pas de représenter les artistes, y compris ceux qu'il défend, comme Manet, des artistes aixois quasiment inconnus, et qu'il propose un tableau au salon, mais qu'il m'a semblé intéressant de relier dans la solidité, aussi dans la détermination, avec le célèbre portrait de Bertin par Ingres, avec cette même puissance et cette même présence que Cézanne arrive à rendre avec d'autres moyens. De même, lorsqu'il représente Antoine Fortuné-Marion, donc un ami du Sud, qui va devenir, donc, est un scientifique qui s'intéresse aux théories de l'évolution et qui va devenir le directeur du Muséum de Marseille. Et d'ailleurs, je vous invite à venir à Marseille et à voir le buste de Marion dans les jardins du Palais Longchamp. Eh bien, il va adopter les théories de la physiognomonie
qui sont en vigueur au XIXe siècle, qui vont être très importantes pour Cézanne et qui, pour célébrer le génie ou l'intelligence d'un personnage, ont été déjà superbement utilisées par le sculpteur David d'Angers lorsqu'il représente le Goethe que vous avez ici à l'entrée de la collection de sculptures, en allongeant le front, en utilisant la chevelure pour justement souligner cette intelligence. Et par un angle de vue assez subtil, il semblerait que Cézanne se soit appuyé sur le même dispositif. Lorsqu'il représente Zola, Cézanne ne fait que continuer à représenter ces intellectuels aixois de son groupe qu'il souhaite promouvoir et montrer à Paris, mais il vient après Manet. Manet, Cézanne, comme beaucoup des jeunes artistes de cette époque-là, les artistes des Batignolles, même si Cézanne n'en fait pas partie, a eu un effet déterminant de les confirmer dans l'idée qu'il fallait poursuivre dans une nouvelle manière de peindre, abandonnant des codes parfois installés depuis la Renaissance et depuis la théorie d'Alberti de la fenêtre ouverte sur le monde. Et lorsqu'il va représenter Zola, donc ici c'est Alexis, un autre littérateur aixois qui est le secrétaire de Zola, qui lit à Zola, les deux représentés dans la cour de la rue de la Condamine, une rue très importante, c'est la rue de Basille aussi, où habite Zola. Bien sûr, Cézanne ne peut pas avoir l'exemple de Manet en tête, et c'est aussi dans cette œuvre-là qu'on a le plus l'instant Manet dans les portraits de Cézanne. Alors Manet obsède Cézanne, on le sait, puisqu'il fait les Modernes Olympia, les séries Modernes Olympia, exactement à cette époque-là. Mais il est assez savoureux de noter que la chaise jaune et la manière dont elle est traitée, vous voyez, nous fait penser à la musique aux Tuileries de Manet, que la manière dont il traite le pantalon fait évidemment référence à la touche elliptique utilisée par Manet et très discutée en 1866, que ce soit dans le fameux portrait de Zola ou dans le Fifre, avec cette question de la profondeur du personnage. Et donc Cézanne n'hésite pas à s'inscrire directement au moment de la politique dans cet abandon de la profondeur traditionnelle et que nous admirons justement parce qu'elle est suggérée avec une extrême économie de moyens, avec brio chez Manet et bien sûr chez Cézanne. Et puis bien sûr l'écrasement de la profondeur, le contraste de lumière entre intérieur et extérieur, qui plus est avec un vert acide et particulier que l'on peut s'amuser à retrouver ici avec le volet à l'arrière-plan. Lorsque, à la même période, Cézanne représente son ami peintre Achille Empereur qui n'aura pas le talent de Cézanne et que la postérité aura laissé bien oublier, eh bien, il va avoir aussi le culot de faire des références prestigieuses et qui va être tourné en dérision, et avec une dérision telle qu'on ne peut pas trouver d'équivalent avant, non pas le début, mais même le premier tiers du XXe siècle. Vous voyez tout ce qu'il y a de comique et même de cynique dans l'association de ce fauteuil recouvert d'un tissu tout à fait vernaculaire avec le trône de Napoléon Ier, le jeu de mots sur empereur, empereur, et puis bien sûr le caractère difforme dont on sait que c'était le cas de cet empereur avec une tête très noble qui semble visser sur un corps tout à fait malingre. Et j'espère que John me pardonnera pour cette association un petit peu osée, mais c'était le jour où on pouvait oser des choses. Eh bien, l'idée d'écrire quelque chose, d'écrire un calembour, finalement, nous rapproche, et de détourner aussi une figure de peinture, nous rapporte dans le cas extrême de Marcel Duchamp, avec sa Joconde détournée, elle a chaud au cul. Mais Cézanne aussi fait preuve d'une certaine confiance lorsqu'il se met dans les pas de ses plus illustres prédécesseurs. Donc on a vu que ce bonnet d'atelier, il en avait affublé son oncle Dominique. Il va aussi se représenter lorsqu'il adopte cette méthode de peinture constructive dans un autoportrait qui semble beaucoup plus assuré que les autoportraits hirsutes que John vient de vous montrer, et qui, bien sûr, et il l'affirmera d'ailleurs plus tard par la suite, font référence à Chardin et à cette humilité de Chardin qui est déjà au firmament de l'histoire de l'art lorsque Cézanne se lance dans cet autoportrait. De même, cette assurance, on voit aussi le personnage de Cézanne évoluer dans certains autoportraits, ici représenté au chapeau melon, John vous l'a montré aussi, et ce chapeau melon, c'est
à la fois c'est Cézanne rangée des voitures, Cézanne mariée, enfin, après plus de 15 ans de vie commune avec Hortense Fiquet, et Cézanne qui adopte le chapeau melon du bon bourgeois d'Aix et surtout du chapeau qui a fait la fortune de son père. Donc il y a sans doute quelque chose d'une psychologie cachée. De même, on voit un petit peu, si on rapproche d'un contemporain, lorsque Degas arrive à une certaine assurance, lorsque Degas va pouvoir commencer à peindre ses tableaux et qu'il se représente comme ça aussi en bon bourgeois avec un regard un petit peu plus déterminé. Mais bien sûr, cette lignée prestigieuse, elle peut aussi être remontée jusqu'à Rembrandt. Et dans le seul autoportrait à la palette, donc travaillant, que nous avons de Cézanne, et nous avons la grande chance d'avoir obtenu en prêt de la collection Burle de Zurich, puisque vous savez que la collection Burle de Zurich, les grands chefs-d'œuvre sont présentés au musée de l'Ermitage à Lausanne. Et donc, c'est par soutien à ce projet, et bien sûr par amitié et reconnaissance au travail de John, que nous avons pu obtenir un tableau majeur dans notre exposition. Et à la fois, vous avez l'affiliation dans laquelle s'inscrit Cézanne et en même temps, sa manière de construire les volumes du personnage dans une lumière qui émane du personnage lui-même, mais qui n'est plus une source lumineuse, comme c'est le cas avec Rembrandt et comme c'est le cas dans les coloristes vénitiens du XVIe siècle, desquels est rapproché Cézanne par les premiers critiques qui veulent défendre son art, et surtout cette autonomie de la palette, cette palette qui n'est pas vraisemblablement raccrochée au doigt et raccrochée à la scène qui est représentée, qui est une métaphore de l'art de peindre et qui trouve son autonomie en peinture avec cette multiplication des plans dont John vous a parlé et qui va bien sûr faire la grande contribution de Cézanne à l'art du XXe siècle. Si on s'amuse à faire des parallèles, vous avez une des œuvres les plus fascinantes et les plus modernes de Cézanne, fascinante parce qu'elle date de la fin des années 1870. On est avant, finalement, on est encore dans la période impressionniste, puisque Cézanne, par l'intermédiaire de Pissarro, sans jamais être impressionniste, va participer à 2 reprises aux expositions impressionnistes, en 1874 et en 1877. Justement l'année de ce portrait de Madame Cézanne, on a une Madame Cézanne qui est déjà très cézannienne, finalement, avec une profondeur écrasée. Ça, Cézanne n'est pas le seul, mais une correspondance et un jeu d'harmonie entre le papier peint, donc les intérieurs qui obsèdent tant les artistes de cette époque, le fauteuil rouge, et surtout cette Madame Cézanne qui semble glisser de ce fauteuil. Et avec cette partie de premier plan, donc soit cette abstraction, soit ce paysage glissé dans la robe, qui ne se soucie plus justement de ce qui est le souci d'un Tissot à côté quelques années auparavant, justement de donner ce volume aux jambes et de suggérer la présence des jambes sous la robe, ce qui semble ne plus véritablement être le cas chez Cézanne et qui ouvre justement la perspective de cette autonomie et de cette multiplication des plans dans la peinture. Et en même temps, cette complexité de l'intérieur que vous trouvez chez Tissot, c'est aussi un hommage indirect au portrait d'intérieur d'Ingres, et notamment à Madame Moitessier, que vous aviez vu au musée d'Orsay pour Second Empire. De même, on peut se poser la question du rapport entre épouse et peinture, sans oublier que Hortense Fiquet a la particularité d'être entrée dans la vie de Cézanne en étant modèle. Donc, au fond, cette pose et cette place de Madame Cézanne dans la peinture, elle est intrinsèque à leur histoire personnelle. Mais néanmoins, on constate, et sans un intérêt quand même plus délirant, pour la personnalité ou le sentiment des personnages, que les femmes d'artistes ont beaucoup servi l'art de leur mari. Vous avez Victoria Dubourg en haut à gauche et Madame Manet au piano, absorbée dans l'ouvrage. Et donc c'est aussi cette contribution de Cézanne dans l'abolition des frontières entre peinture de genre et portrait que nous avons à l'œuvre dans cette représentation. Mais on peut ajouter en plus que chez Cézanne, vous avez cette solidité particulière du personnage, comme un roc, et surtout, une fois de plus, ce morceau quasiment indépendant de l'ouvrage au premier plan, qui donne une stature à Madame Cézanne et qui pourrait nous faire penser, là aussi, à un paysage ou à une prémonition de ce que vont devenir les montagnes Sainte-Victoire par la suite.
Vous vous souvenez, vous venez, John nous l'a montré, nous a rapprochés, et c'était merveilleux. Donc cette Madame Cézanne au chapeau vert que nous aurions aimé tant présenter, mais qui ne peut être prêtée puisqu'elle est à la Fondation Barnes de Philadelphie, avec justement la représentation que Fantin-Latour donne de sa belle-sœur. Et on voit à la fois toutes les correspondances esthétiques qu'on peut tirer d'une telle représentation, avec la présence du chapeau, la création d'une ambiance, le travail sur la lumière, et en même temps aussi toute la liberté que Cézanne prend avec la représentation du chapeau, avec le personnage et avec l'ambiance lumineuse de la scène représentée. De même, je ne résistais pas à associer Manet et Cézanne pour essayer de comprendre un petit peu, lorsqu'on on associe le travail de Cézanne avec le travail d'une composition abstraite ou de nature morte, de souligner aussi que cette présence de la robe, même si elle se fait moins impérieuse, eh bien, elle était aussi un des grands sujets, et qu'en cela, Cézanne poursuit aussi un petit peu les expérimentations de son époque et des grands maîtres qu'il a admirés. De même, dans l'articulation des tissus, donc c'était déjà le sujet avec le merveilleux rideau de Madame Cézanne à la chaise jaune du Métropolitane, et qu'on retrouve ici dans des perspectives un petit peu plus différentes et moins audacieuses, qu'il s'agisse de la conversation de Fantin-Latour du Musée des Beaux-Arts de Lyon, de la Madame Charpentier du Métropolitane de Renoir, et enfin de la Dame en bleu de Cézanne à la fin de sa vie, avec un Cézanne qui franchit une étape dans cette composition et dans cette harmonie colorée, puisque la forme de la table recouverte d'un tapis au riche décor, comme c'était l'habitude à l'époque, et on voit que ce n'est pas une pure invention de peinture, et qu'il y a une certaine, entre guillemets, fidélité à la nature de ce point de vue-là, eh bien, joue plus par association et recomposition dans un effet cognitif dans la tête du spectateur, c'est-à-dire que vous voyez le tapis, vous devinez la table, plutôt que dans une recomposition de forme, et ça, c'est bien évidemment une des étapes qui va conduire au plaquage du tissu pour suggérer une robe chez les Nabis, et puis plus tard chez Picasso et Braque dans les natures mortes, où c'est la matière qui doit suggérer l'objet, soit avec le papier faux bois, soit avec le canage de la chaise, soit avec le morceau de journal. Et de même, on voit aussi que Cézanne a abouti à donner justement cette solidité à l'impressionnisme, à l'art des musées, solidité qu'il va trouver dans la puissance physique des personnages anonymes qu'il pose pour lui, mais aussi dans la puissance de cette composition et de l'intégration du personnage dans son contexte. Voilà, et qui aboutit ici dans l'intégration dans une forme géométrique extrêmement solide. Et c'est là aussi, malgré justement cette idée et ce travail sans cesse de Cézanne, qu'on retrouve toute la solidité de son œuvre. Voilà, merci beaucoup.